Section 1. Pas seulement un moteur plus gros, la méprise fondamentale. Voici une idée qui pourrait bien vous secouer un peu le cerveau. Ce rugissement assourdissant que vous entendez lorsqu'un Airbus A380 se traîne sur la piste n'est pas juste une version agrandie de ce qui se trouve sous le capot de votre Ford Focus. Loin de là. C'est une erreur courante de penser qu'un moteur d'avion est simplement un moteur de voiture sous une énorme dose de stéroïdes. Nous voyons un véhicule, nous entendons un bruit fort, nous supposons que le principe est le même. Mais la vérité est que les deux sont des mondes à part, conçus selon des philosophies différentes pour des champs de bataille entièrement différents. L'un est conçu pour le ballet chaotique des arrêts et redémarrages de la vie terrestre. L'autre est conçu pour la physique implacable et impitoyable de la haute atmosphère. Section 2, le cœur de la machine. Comment ça marche réellement? Alors, comment font-ils? Commençons par votre voiture. La grande majorité d'entre elles fonctionnent avec ce qu'on appelle un moteur à combustion interne, un moteur à 4 temps à piston. C'est un processus magnifiquement simple et violent. Aspire, comprime, explose, expulse. Le moteur aspire un mélange d'air et d'essence. Un piston comprime ce mélange. Une bougie d'allumage l'enflamme, créant une explosion contrôlée. Le bang qui repousse le piston. Enfin, le piston expulse les gaz d'échappement. Le vilebrequin convertit ce mouvement en rotation qui fait tourner vos roues. La plupart des avions de ligne moderne n'ont pas de piston. Ils utilisent un moteur à turbine à gaz, un moteur à réaction. À l'avant, un ventilateur colossal. Il aspire un énorme volume d'air. L'air de dérivation est accéléré et expulsé par l'arrière, fournissant la majeure partie de la poussée. C'est une hélice massive, puissante. Le reste de l'air va au cœur du moteur. Il est comprimé par le compresseur, mélangé au kérosène et enflammé. Un enfer continu et rugissant, pas des coups individuels. Le gaz surchauffé traverse la turbine arrière, la fait tourner à des vitesses folles. La turbine est reliée au compresseur et au grand ventilateur maintenant le cycle. Les gaz chauds qui sortent de la tuyère génèrent la poussée colossale. Section 3, puissance contre praticité, le récit de 2 poussées. Quand on parle de puissance, les chiffres deviennent franchement ridicules. Une Bugatti Chiron, l'une des voitures de route les plus puissantes jamais construites, produit un impressionnant 1500 chevaux. C'est un chiffre immense. Mais considérez maintenant un seul moteur General Electric GE90 accroché à l'aile d'un Boeing 777. En plein vol, il produit l'équivalent de plus de 110 000 chevaux. Ce n'est pas une faute de frappe. Plus de 70 Bugatti dans un seul moteur. Mais il ne s'agit pas seulement du chiffre maximal. Il s'agit de la manière dont cette puissance est délivrée. La puissance d'un moteur de voiture est évaluée par sa sortie au vilebrequin, une force de rotation. La puissance d'un moteur d'avion est mesurée en kilonewtons de poussée, une force de poussée directe. Le moteur de voiture doit transmettre sa puissance via une boîte de vitesses complexe pour être utile à différentes vitesses. La poussée du moteur à réaction est directe. Elle est la plus efficace lorsque l'avion se déplace déjà à des centaines de kilomètres par heure. Un moteur à réaction est en fait assez inefficace à l'arrêt. À l'inverse, un moteur de voiture peut fournir un couple instantané à l'arrêt. Cette différence de livraison est cruciale. Une voiture a besoin de couple pour démarrer, pour monter une côte, pour être réactive en ville. Vous ne mettriez pas de diesel dans une voiture à essence et vous n'essaieriez certainement pas de faire fonctionner un 747 avec ce que vous trouvez à la station-service du coin. Les carburants sont aussi différents que les moteurs qu'ils alimentent. Votre voiture roule probablement à l'essence. Votre voiture roule probablement au diesel. L'essence est très volatile, elle s'évapore et s'enflamme facilement avec juste une petite étincelle. Le diesel est moins volatile et s'enflamme par compression. Les avions de ligne, en revanche, fonctionnent avec un kérosène hautement raffiné, souvent appelé Jet A1. Premièrement, il a un point de congélation beaucoup plus bas, essentiel à 35 000 pieds. Deuxièmement, il est moins volatile que l'essence, ce qui le rend plus sûr à manipuler. Il est conçu pour la combustion continue d'une turbine, pas pour le pop explosif d'un piston. Chaque gramme d'un avion doit être justifié, car chaque gramme nécessite du carburant pour le soulever et le maintenir en l'air. Ils sont fabriqués à partir de matériaux exotiques et incroyablement chers, comme alliage de titane, super alliage à base de nickel, composite de fibres de carbone. Le cœur d'un moteur à réaction peut atteindre des températures assez élevées pour faire fondre les métaux dont il est fait.
Gros plan d'une aube de turbine, finement conçue, mettant en valeur sa forme complexe et ses trous de refroidissement. Ces canaux saignent de l'air plus frais du compresseur et le dirigent à travers les aubes, formant une couche d'air protectrice. Le refroidissement d'un moteur de voiture est une affaire beaucoup plus simple. L'air circulant sur les ailettes du radiateur dissipe la chaleur. Les enjeux sont tellement plus élevés quand on quitte le sol. Un moteur pour un avion de ligne bimoteur doit être certifié ETOPS. Alors la prochaine fois que vous serez assis dans un avion, en attendant le décollage, écoutez ce bourdonnement profond et gémissant. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est le son de milliers d'heures de tests de matériaux exotiques et d'un dévouement fanatique à garantir que votre voyage se termine exactement là où il est censé le faire. Un moteur de voiture rend votre voyage excitant et pratique. Un moteur à réaction le rend possible et surtout sûr. Pensez-y comme ça. 2 chefs-d'œuvre, 2 mondes, une même idée. Transformez le carburant en mouvement, chacun là où il excelle.